Alors j'ai commencé à parler de Mars en expliquant que c'est sur Mars qu'il y avait le plus gros volcan connu du système solaire, Mars étant un peu plus petit que la Terre, mais les planètes de l'intérieur du système solaire, à savoir Mercure, la Terre et Mars, sont des toutes petites planètes, c'est pas du tout à l'échelle, en comparaison de Jupiter, Saturne et les autres. Jupiter est 1000 fois plus grosse que la Terre. Il nous manque Vénus ici. Alors, on expliquait, ça c'est un graphique que j'ai trouvé du livre de géosciences, dont je vous ai donné la référence dans le premier cours, qui expliquait la chose suivante, mais en fait, l'eau liquide, elle est autour de la température ambiante et elle peut être présente sur la Terre et sur Mars. Et au-delà, la température, donc ici c'est la température et ici c'est la distance au Soleil, la température est trop basse, et puisque la température est trop basse, l'eau ne peut pas être liquide, elle est forcément sous forme de glace, et c'est pour ça qu'on a des planètes supergéantes, parce que ici on est au-delà de la limite des glaces, et ici on est en deçà de la limite des glaces. Alors c'est une façon de voir les choses, peut-être un petit peu simple, et ici, on aurait Mercure qui serait plus légère parce qu'elle ne peut même pas retenir l'eau liquide, mais elle peut être vapeur. Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai parce que, d'une part, l'équilibre entre la vapeur et l'eau liquide, elle dépend de la pression. Et donc, ça dépend en fait de la pression qu'il y a sur ces différentes planètes. Et il se trouve que sur Mercure, on a une pression énorme et que sur Jupiter, on a également une pression énorme, et donc c'est pas aussi simple que ça, que de prendre des gammes juste en se contentant de prendre la température. C'est pas complètement faux, mais ça raconte vraiment pas toute l'histoire. Alors, ça reste quand même une vision qui est toujours défendue, hein, quand je note Akeson 2011, c'est-à-dire que c'est un article de recherche scientifique qui a été publié en 2011 et qui explique la chose suivante, que la ligne de glace, donc la snow line, alors ici vous avez rappelé qu'ici on a un nuage, ici l'eau est sous forme de glace et ici elle est sous forme de vapeur, ce qui fait des grands changements dans la diffusion optique, hein. C'est exactement comme les poussières, quand vous avez de la poussière, et là c'est de la poussière de glace, eh bien ça diffuse très fortement la lumière, du coup on voit plus qu'il y a derrière, exactement comme pour nos nuages sombres interstellaires. Et donc ils expliquent qu'en fait, la ligne de glace, elle est ici, et que donc les planètes à l'intérieur de la ligne de glace se trouvent être des planètes rocheuses, telluriques, ça c'est vrai, et qu'à l'extérieur, on a des planètes autres, et souvent plus massives, et parce que ça correspond, parce que ces planètes-là, elles auraient été formées à partir de planétésimaux rocheux, c'est-à-dire de la poussière sans eau et glace, et à l'extérieur, on aurait une formation faite à partir de planètes couvertes de glace. Alors, deux remarques. La première chose, c'est que la poussière représente à peu près 1% de la masse totale de l'univers. Les 99 autres pourcents étant hydrogène et l'hélium, mais que sur cette partie de poussière solide, la moitié en gros serait de la glace, c'est-à-dire des molécules volatiles, hein, l'eau pouvant être sous forme gelée ou sous forme de vapeur. Elle a deux états principaux dans l'espace. Ça voudrait dire qu'en fait, ici, près de l'étoile, on fabriquerait des planètes avec 2 fois moins de masse que de ce qu'au-dessus de la masse. Du coup, on aurait des planètes dont les embryons croîtraient beaucoup plus vite et donc elles auraient plus de gravité, et si elles ont plus de gravité, elles peuvent nettoyer leur orbite sur une plus grande zone, et donc elles seraient plus grandes. Alors ça, c'est une vision qui est disputée par des modèles récents, qui seraient trop simplistes. Alors, pour être très précis, cette vision des choses disant que les grosses planètes, c'est celles qui correspondent à un environnement glacé, elle a été forgée dans les années 90, avant qu'on ne détecte des exoplanètes. Mais patatras, quand on a commencé à détecter des exoplanètes, on a surtout détecté des grosses planètes telles que Jupiter. C'est normal, c'est plus facile à avoir. Mais ces grosses planètes, on s'est rendu compte qu'elles étaient extrêmement proches de l'étoile. Et donc, elles sont si proches de l'étoile qu'elles n'ont aucune chance d'avoir de l'eau liquide et glace. Donc, cette explication, elle est vraie sur le système solaire, mais elle est loin d'être universelle pour toutes les planètes, hein. On a découvert maintenant des milliers de planètes.
presque autour de toutes les étoiles, on trouve des planètes. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et même la tendance à l'heure actuelle, c'est que non seulement on trouve des planètes autour de toutes les étoiles, mais la plupart des étoiles ne sont pas des étoiles simples, mais sont des étoiles doubles. Et donc, finalement, notre Soleil est une étoile comme les autres, mais elle fait plutôt maintenant partie de la minorité des étoiles solitaires, n'ayant pas de compagnie. Donc, la ligne de glace, je vous dis, cet article-là de revue parle de cela. C'est pas si ancien que ça, hein, ça a 9 ans cette année. Mais l'idée reste la même et se résume autour de ce diagramme de condensation. Alors, qu'est-ce que raconte ce diagramme? On a ici, dans l'axe horizontal, un certain nombre d'éléments qui ont été classés par capacité réfractaire. Disons que plus on est de ce côté-ci et plus on est volatile, et plus on va de ce côté-là et plus on est réfractaire. Donc c'est des quantités physiques qui sont mesurées à 10-2 bars. Alors 10-2 bars, c'est une pression qui est faible pour l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, c'est 1 bar, mais alors pour l'astrophysique, ce sont des pressions qui sont énormes, en tout cas pour le milieu interstellaire, milieu interplanétaire. Et donc c'est une espèce de valeur moyenne entre ce qui serait une atmosphère planétaire et ce qui est le vide entre les planètes. Enfin, tout ça pour vous dire que l'hélium, c'est l'élément le moins volatile et qu'à cette pression-là de 10 puissance moins 2 bar, il faut des températures extrêmement faibles pour le maintenir sous forme solide. Donc l'hélium, c'est toujours gazeux. L'hydrogène, il faut des températures un peu plus élevées pour qu'il commence à s'accréter, toujours à ces températures-là. Donc ça commence à être intéressant. Le néon, c'est pareil. Et là, il est dit dans ce diagramme que, par exemple, l'azote est un élément plus volatile que l'oxygène, qui est lui-même plus volatile que le soufre, qui, etc., est plus volatile que le fer. Mais le fer et l'oxygène peuvent éventuellement s'associer, par exemple, pour donner de l'oxyde de fer, et regardez que cet élément, l'oxyde de fer, qui nous paraît, nous, tout à fait un solide comme un autre, eh bien, en fait, cet élément-là, il est relativement volatile pour, disons, être composé d'éléments lourds comme le fer, puisque c'est au-delà de 400 Kelvin, c'est-à-dire 400 Kelvin, c'est à peine 100 degrés au-dessus de notre température de notre Terre. Ça veut dire que, on imagine que si la Terre était 100 degrés de plus, eh bien, le fer pourrait s'évaporer sous forme de gaz d'oxyde de fer ou de gaz d'oxyde de soufre. Et puis bon, là, on voit apparaître les roches et les métaux, etc. Et donc, ce serait la température et les propriétés de condensation qui feraient que les différents éléments sont plus ou moins intégrés dans la phase solide, puisque plus on est réfractaire et plus on peut rester ensemble, et donc plus on peut rester dans la phase solide. Et notamment, on a vu ça avec la ligne de l'eau. D'après ce graphe-là, on a 2 lignes de l'eau. On en a une qui est autour de 100-150 Kelvin, qui serait l'eau qui devient gazeuse, et puis une autre un peu plus haute température, qui serait l'eau, on va dire, contenue dans les roches.